C'est la première émission de l'année, ça fait plaisir de vous retrouver, elle est bonne sa paire. Deuxième épisode dans ce tout nouveau décor, gentiment accueilli par notre ami Hector. Voilà, c'est bien, je voulais savoir. Là aussi, je vous ai testé. Je vous ai testé. Et à chaque fois qu'on prononcera le mot Hector, il faudra clapper. Hein. Tu l'as prononcé. Ouais, mais c'était juste pour prévenir. Hector. Hector. Voilà. Bon, on est encore dans une petite ambiance nouvel an, j'ai l'impression là, un peu festif, tout ça. Fatigué. On va vous souhaiter une bonne année à vous, en tout cas plein de bonnes choses, comme d'habitude. C'est un peu basique, c'est un peu bateau, mais voilà, puis on se le souhaite à nous aussi. On va continuer les émissions, la régularité, on essaie tous les 15 jours, 3 semaines de vous poster un petit épisode. Le premier, si vous ne l'avez pas vu, le premier dans ce décor, c'était avec la team Camino. On avait Mike et Sean de Camino, il y a eu une petite bagarre d'ailleurs. On va pas spoiler ce qui s'est passé si vous n'avez pas vu l'épisode, mais en tout cas, une fois que vous aurez terminé celui-ci, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Bonjour, Thomas Giorgetti. Bonjour, bonjour. Comment ça va, ça ouais. Ça va, hein. Très bien. Bleu de Paname toujours. Oui, bien sûr, nouvelle année, 2025. 68 rue de Saint-Honoré, on ne le répétera jamais assez. Sega, grand déménageur devant l'éternel. Ouais. Ça Ouais, ponctuel. Il est ponctuel. Bah oui, quand on est à domicile. Exactement. Ouais, T'es pas loin d'ici, toi? Non, j'étais pas loin d'ici, mais c'est bon, j'ai déjà déménagé. Bon, ouais. Encore et encore. Jusqu'au prochain. Clem, tout va bien? Ça va. Bon, on va se faire une émission spéciale running aujourd'hui. Running, comme on dit en France. On va parler des Air Max, on va parler des marques plus récentes, Oka. Je vois qu'on porte des choses, par exemple. On va peut-être même faire une petite vérification de souliers, puisqu'on parle d'Oka. Eh ben, j'en ai une au pied. Ah, La Mafat Speed 2, paire de trail, avec une semelle Vibram. Voilà, cool. Puis un modèle très confortable, comme Oka sait le faire. t'es dans le trail, toi, un peu, ou pas du tout? À fond. Quel menteur. Quel menteur. Pour aller de chez lui à la gare RER. Ouais, il y a un périple, en vrai. Il y a un périple. en Non, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais j'aime bien. Ça coûte combien, ça? 180. Petit billet. Thomas Giorgetti? Qu'est-ce qu'on Démarre porte? l'année en douceur, hein, sur un classique. On la connaît, celle-là. Post-fête, on est sur un confort. Voilà, on démarre tout doucement. Petite silver boulette, Air Max 97. Vous connaissez mon amour pour ce modèle. Voilà. Je connais ton amour pour beaucoup de modèles, Thomas. Sega. Bah moi, c'est une paire de rando, une Saleva Wildfire, que j'avais déjà présentée dans le live, et que je porte de temps à autre pour me la raconter dans la ville, alors que ça ne sert strictement à rien pour le coup. Bon, ça aide à mieux crapahuter, comme on Si dit. tu peux marcher dans la gadoue, tu peux marcher dans la ville. Oui, je peux tout faire. Paire de rando. Ils sont adaptés au bitume, du coup, aussi. Non, en vrai, c'est une paire de rando prévue à l'origine. C'est juste que je la porte dans les... Jamais en rando. Tu as déjà testé en rando ou pas? Bah oui, évidemment. Ah bon? Regarde, tu vois pas là, comme elle a pris des coups. Non, c'est bien. La Robuste. semelle est morte, elle est robuste. Robuste, c'est tout ce qu'on aime. Cheville protégée. Maintenant, cette vérification de souliers effectuée, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. La running, on n'a jamais fait de sujet dessus. Donc voilà, émission spéciale. Ça nous a été soufflé déjà plusieurs fois dans les commentaires des émissions ou des lives qu'on a fait précédemment. On va essayer de se refaire un petit historique. Quand est-ce qu'elle arrive, la running, sur le marché? À quel moment? Avec qui? Via le sport? Via quoi? Qui veut parler? On lève la main? Il n'y a pas les buzzers là. Allez, on peut y aller. Avec si tu Lens, veux. on y va. Le running, par essence, c'est une pratique sportive. Donc forcément, c'est venu du sport. Les chaussures de performance running existent depuis que la course à pied et que les chaussures existent quasiment. Sauf que c'était vraiment réservé au terrain de sport et à la pratique. En fait, la vraie arrivée en dehors un petit peu des sentiers battus et notamment des pistes d'athlétisme, c'est plus dans les années 70 où la longue distance commence à beaucoup plus se démocratiser aussi. Parce qu'avant, c'était surtout de l'athlé, on va dire, et pas vraiment de la course de fond. Et ça commence un peu à se démocratiser et donc à grandir. Et donc, les coureurs qui font du long... Je suis en mode avion. On applaudit Hector. Merci pour la musique. Du coup, les longues distances. Voilà, c'est les longues distances se démocratisent, donc forcément les coureurs ont besoin de produits qui répondent à ces besoins. Et au niveau des années 70, les marques ont commencé un petit peu à en faire davantage. Les marques comme ASICS au niveau du Japon, les marques comme Nike, forcément parce qu'il y a ce partenariat et cette influence entre les deux marques.
et puis tous les autres runners type Brooks, etc., qui étaient un peu les premiers à venir faire tout ça. C'est quoi le premier modèle marquant qui va apporter un peu de révolution dans tout ça? Dassler, Jesse Owens, 1936, Jeux Olympiques. C'est là où d'un coup on a une conception de chaussures qui commence un peu à s'alléger avec des pointes. Elle reste un petit peu techniquement dangereuse entre guillemets pour la personne qui courait avec. Mais on sort déjà d'une première ère entre 1900 et 1930 où là on est clairement sur des semelles en bois et des choses qui sont vraiment cuir, très très pointe. dures, cuir, de la laine, des choses comme ça. Donc des matériaux qui prennent l'humidité, des semelles qui sont très dures et peu flexibles. Et c'est vrai que Dassler commence à avoir une vraie réflexion sur l'exosquelette, l'humain et la performance, et ça passe par Jesse Owens. Et du coup, c'est un premier pas et un premier démarrage. Même si avant, il y avait quand même d'autres marques qui étaient déjà présentes, notamment aux US, des marques qui après ont changé un peu de fusil d'épaule. Je pense à Spalding notamment, qui a beaucoup démarré avec les cours de sprint, notamment pour les Jeux de 1904. Eux, après, partiront plus sur le côté hardware, enfin, en tout cas, l'équipement plutôt pour les sports d'équipe ou l'équipement dans le sport au sens large. Et ils laisseront un peu plus la chaussure ou le running de côté. Après, comme le soulignait Clem, s'il a raison, c'est vrai que dès qu'il y a eu les premières révolutions industrielles, dès que les plastiques, les nylons, des matières plus faciles à travailler pour les mouler ou pour les assembler, plus légères aussi, donc et le ça caoutchouc envoyait, aussi. Hein. Caoutchouc. Pour les amortis, des choses comme ça. Donc c'est vrai que le vrai boom, il s'opère à partir des années 70. Avant, c'est très sportif, sur la notion de rapidité et de vitesse, mais on n'est pas encore sur le confort et sur la longue distance, comme tu l'as très bien souligné. On est sur la piste, on est vraiment dans le stade. Et des transitions se feront par le biais de, on le connaît, l'histoire du moule à gaufres, déjà, c'est déjà une première étape de pouvoir mixer et l'écriture stade et l'écriture, on va dire, sentier battu, ou goudron, ou route. Et c'est Bowerman qui l'amènera notamment avec Nike. Et là, ça leur permettra de prendre un envol que les autres marques n'avaient peut-être pas bien perçu à ce moment. Au départ, on est d'accord que c'est purement lié au sport et utilisé par les sportifs. C'est fait pour les sportifs. Pour les sportifs, ouais. Et utilisé par les sportifs. Et comme pas mal de marques, hein, en vrai. Hein. Parce que la chaussure de sport, c'est pour un usage... Enfin, c'est très lié à la performance, du coup. Ouais. Aujourd'hui, on parle de paires de running parce qu'elles sont rentrées dans le lifestyle, je dirais. Mais toutes les premières paires, c'est... Enfin, tu parlais de révolution industrielle. Mais donc d'abord, c'est cuir pointe. Là, on est fin 1900. Après, tu as le caoutchouc qui arrive. Donc, on est en 1917, ça commence à s'alléger. On veut être plus rapide. Donc, on crée des choses autour de ça. Et après, la waffle, on est sur du caoutchouc. Hein, c'est une semelle en caoutchouc. Ça s'allège. Et après, quand on avance dans le temps, on est sur le VA, sur le boost qui va venir bien plus tard. La Flyknit va être créée plus tard. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure en rigolant, mais on a des gens qui achètent, on en fait partie, des paires pour tout sauf le sport. À quel moment la bascule elle se fait? À quel moment les gens se disent la paire que j'utilise pour le sport, je veux aussi la mettre dans la rue? Et à quel moment les gens n'achètent plus que des paires pour la rue et pas forcément pour le sport? 80. Quand le takedown des années 70, des perfs 70 commence à devenir grand public, donc la Waffle ou la Cortez, si on prend le cas de Nike, ou même la Country, par exemple, chez Adidas, qui étaient des paires un peu longue distance et qui étaient à cheval entre le côté piste et le côté, on va dire, sentier battu ou rue, enfin, goudron. Là, on a d'autres choses qui arrivent. Il y a les Pegasus, il y a l'air encapsulé avec Nike et la Tailwind qui commencent à se propulser. Nike croit fort en sa bulle d'air, mais il la market pas super bien dans un premier temps, donc ils n'arrivent pas à l'imposer. C'est la Pegasus qui va vraiment faire l'envol dans un premier souffle. Après, il y aura la Air Force, c'est, on va dire, le versant b-ball. Mais là où Nike va s'en sortir, c'est quand ils vont commencer à mettre de l'air dans la Pegasus. Là, ils vont commencer à en vendre des wagons. En parallèle de ça, tout ce qui était années 70, qu'on connaît dans les silhouettes type LD1000, Village, Waffle, Oregon Waffle, certaines vont être rangées au rang, vont aller au garage, puisqu'elles sont trop performantes et elles ne sont pas du tout portables dans la rue. Mais par contre, Lady Diablo, Oceania, Cortez, qui étaient à la base des paires pour faire du running, elles deviennent cool, elles deviennent accessibles. Donc on les retrouve dans les looks type Back in the Day, si on peut citer que le hip-hop à la sauce un peu new-yorkaise. Vous verrez très bien qu'il y a autant de superstars de modèles classiques de chez Adidas qui sont plus liés au b-ball, mais à côté de ça, vous allez avoir aussi beaucoup de jardins de chez Nike qui étaient en fait des performances qui ont déjà 10-15 ans dans la vue, entre guillemets.
Donc c'est plutôt les années 80 qui, pour moi, popularisent le running par le biais des films, parce qu'il y a quand même pas mal de films aussi où les chaussures sont mises en avant. Et des séries. Et des séries. Starsky, Exactement, j'allais y venir, mais bien vu. Même dans K2000, il y a des choses. Donc voilà, les placements produits font leur bonhomme de chemin. Mr. T, pareil, est aussi un ambassadeur. Il a la disco, la Studio 54, on le voit avec. Alors qu'à la base, c'est quand même des paires de courses qui, après, sont transformées pour de la danse. Donc ça y est, on commence à rentrer dans un côté lifestyle. Mais ça garde son côté performance. Comme l'a dit Sega, c'est que sans l'ADN de performance, ces produits-là n'ont pas d'intérêt. Ils s'élèvent, socialement, tu t'élèves pas, et en plus de ça, tu n'as aucun message à faire passer. Et qu'est-ce qu'on pourrait souligner d'autre sur le passage aux années 80 dans le running Adidas, c'est aussi fort, mais je pense que Nike prend le pas à partir des années 80. L'introduction de la bulle d'air. La bulle d'air, déjà, c'est une innovation. À l'époque, en tout cas, c'était une innovation. Pour la fin des années majeure. 80, pour le vrai boom de chez Nike avec Tinker, et qui comprend qu'il faut qu'ils mettent le système effectivement intérieur, il faut qu'ils le rendent visible. Là, il crée quelque chose que personne n'a vu jusqu'à présent, c'est que tu vois l'intérieur du système, et c'est ce qui est le moteur. L'Air Max 1 est une paire de running. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Là, on parle vraiment de l'arrivée du running dans la rue. Avant, il y a quand même les Converse qui ont été les premières paires de baskets qui ont été portées à la rue bien avant. Le running commence à apparaître fin 70, début 80, dans le style de l'époque, entre guillemets. Du coup, les grands marqueurs, là, après, pour aller jusqu'à, je sais pas, par exemple, 2010, c'est quoi? Il y a la Air Max, avec l'arrivée de l'air apparent. Ça, c'est un tournant. Avant, est-ce qu'il y a une étape? Et après, est-ce qu'il y a d'autres grands tournants comme ça? Les grosses arrivées, on avait dit la Smell Waffle, qui est la première grosse étape. En caoutchouc, ça c'était la première Après, innovation. moi, l'autre grosse étape que je vois, c'est 82, c'est la sortie de la 990 V1 de chez New Balance, qui est la première paire à plus de $100. À l'époque, c'est monumental en termes de positionnement. Mais parce qu'en termes de matériaux, de design, de confort, de performance, c'est genre le top de ce qui se fait à ce moment-là. Mais c'est vraiment un step dans le positionnement prix et dans le statement que propose cette paire. Et c'est un truc qui est marqué, et tout le monde leur avait promis le four total. C'était un succès extraordinaire, et c'était aussi une des premières paires justement par ce statement tellement cher, tellement forte, que les gens commençaient aussi à la porter dans la rue, parce que elle avait aussi ces couleurs qui étaient faciles, ce fameux gris New Balance qu'on connaît tous, qui était facile finalement à porter en termes de style. Avant, on avait quand même des choses un peu plus colorées. Cortez, c'était blanc, rouge, bleu, etc. C'est assez flashy. Là, on avait une paire de running performance, mais avec des matériaux un peu différents, du suède notamment, du nylon, et dans des couleurs gris, donc facile à porter tous les jours, quoi. Le succès de New Balance, il est surtout américain au début. Américain, complètement. On n'en voit pas en France à cette époque-là. Et surtout, establishment américain. Donc, upper class, classe moyenne blanche, voire très fortunée. On est sur vraiment une niche très particulière, dont New Balance aura du mal. Enfin, pendant beaucoup d'années, c'est ce qui leur avait été reproché. Soit d'être pas assez engagés, notamment les tons de gris. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais compris pourquoi il y avait un tel engouement sur les rapports de gris et les rapports de bleu de chez New Balance. Bon, après 40 ou 50 ans, c'est devenu un trademark et on ne peut pas leur enlever. Et je pense que maintenant, les autres marques leur copient cette approche de make-up. Mais effectivement, oui, c'était le positionnement. Permettait aussi, à l'époque, il y avait le rapport de performance de temps. Il y a d'autres technologies qu'on a oubliées, mais il y a deux phénomènes qui sont assez importants. Il y a le quartz qui arrive. Donc le quartz, c'est la mesure du temps par la montre et de la précision. Et ensuite, tu as le Walkman. Donc tu peux commencer avec l'individualisme de la fin des années 70, où il faut que tu sois propre, tu tiennes ton destin entre les mains, tu es américain, il faut que tu ailles de l'avant, tu as ton Walkman, tu as ton quartz, tu fais ta perf, tu peux partir. Tu n'as pas besoin d'un coach, tu n'as pas besoin d'être en stade avec quelqu'un qui va prendre ton temps, qui va regarder comment tu cours, avoir une ambiance. Non, tu peux t'isoler, tu peux méditer, tu peux courir et être autonome. Forrest Gump. Alors, il n'a pas le Walkman, mais globalement, le mec, au final, il se lance et il ne s'arrêtera pas. Mais il y a quand même ce rapport à la performance, très cadre supérieur aussi, la vitesse, c'est en lien avec les voitures, c'est en lien avec les motos, enfin, toutes les métaphores de vitesse renvoient sur le running. D'autres modèles iconiques comme ça Tu avais les torsions à aussi. relever. Les torsions, ça a pas mal, fin 90, qui ont pas mal marqué. En termes c'est pareil, c'est de l'innovation d'abord, qui a été après introduit dans le lifestyle. Et il y a aussi, je pense, début 2000 aussi, on pourra peut-être en parler un peu, c'était la mode du barfoot.
Donc c'est là que Vibram commence à émerger. Avant ça, vous n'avez pas parlé du RH. Non, Non. il y a c'est important, c'est- effectivement. C'est un chausson. Il y a le système de chaussures, mais c'est surtout l'approche de pouvoir avoir le début des chaussettes. Mais tu avais déjà les Bermudas, les Bermudes, qui étaient déjà un modèle sorti dans le début des années 80, qui elle-même était déjà dans une logique Nike. Ce qui était intéressant, et ce qui est toujours intéressant chez Nike, c'est qu'il y a des histoires qui ont démarré dans les années 70, voire début 80. Et en fait, tu vois un point de démarrage qui est très rétro et qui après arrive à Presto. Mais il y a un fil conducteur et entre, tu as URH. Il y a cette notion aussi de pouvoir avoir un chausson qui soit résistant, qui t'épouse comme une chaussette, mais en même temps qui t'empêche pas le pied entre guillemets, de respirer ou de la circulation sanguine de se faire. Mais oui, URH était un plus. Effectivement, il a été intéressant. Mais pour moi, c'est pas un réel virage. Non, et puis c'est pas une techno running, c'était une techno multisport, puisqu'ils ont fait la URH running, la URH trainer et la URH b-ball, la URH flight. Donc c'était vraiment une nouvelle technologie Nike qu'ils ont mis sur un modèle running, mais c'est pas un truc du running dédié comme on peut être le torsion chez Adidas, comme on peut être la vidéo encapsulée au début chez la Nike. Vibram, Five Fingers, on disait sur le barefoot. Du barefoot, après, Nike cherche un peu la solution au barefoot et commence à développer Free, justement pour se développer cette sensation de courir pieds nus, etc., avec une semelle qui va venir te donner des sensations d'être pieds nus. Parce que c'est un truc qu'on ne dit pas aussi, mais l'innovation vient aussi parce que pendant qu'on court, on va être plus confortable et qu'on essaie d'adapter aussi la chaussure à la foulée. Genre, ça a été et ça aussi, les connaissances sur le sujet de foulée, donc pronation, enfin l'attaque avec le talon grosso modo ou avec l'avant du pied, on découvre ça aussi dans les années 80-90 où il y a plus de recherche là-dessus, quoi. Mais il y a eu plein d'écoles comme dans beaucoup de domaines, mais c'est vrai que on a eu quelque chose avec un amorti finalement assez succinct, début des années 70 et 80. On met de l'air parce qu'on dit qu'on a besoin de confort, donc d'amorti, etc. Et puis petit à petit, on se rend compte que peut-être que finalement courir pieds nus c'est peut-être bien en fait. Donc on vient sur du barefoot. Donc là on fait la technologie free. Et puis ça commence à développer. Et puis là début 2010 on commence à dire non, en fait on a besoin de beaucoup d'amortis. Et là tu as des marques comme On, Oka qui commencent à apparaître avec des grosses semelles, des gros trucs, des gros amortis bien forts. C'est vraiment une question aussi d'école. Et finalement tout le monde peut s'y retrouver dedans en fait. Et de moment. Et il faut reconnaître que ce que l'on vit actuellement avec le running, qui pourtant est un peu tapis dans l'ombre parce que ça n'a pas la cote, parce que les modèles sont tellement perfs qu'ils sont des fois difficilement approchables pour le tourner en lifestyle, ou sinon il faut être vraiment looké pour pouvoir arriver à lui donner un sens de style. Là où le b-ball est un petit peu plus accessible, je trouve, mais on a vraiment ce qu'on voit derrière nous, par exemple sur les Saucony, on voit bien qu'il y a une écriture de semelle qui est propre aux années 2020. En tout cas qui est propre à la génération actuelle. Et c'est bien parce que on pourra vraiment avoir une vraie évolution de design et que ça soit chez tous les équipementiers. Parce que le côté sabot, au niveau de la semelle, on le retrouve aussi bien chez Nike, que tu le retrouves aussi bien chez New Balance. Et donc, ils ont tous eu à peu près la même vision au même moment. Alors, peut-être que c'est un peu copier-coller, mais je pense que chacun a vraiment fait ses recherches. Et pour l'instant, ils aboutissent tous à peu près au même résultat. Et ça donne à peu près ces silhouettes que l'on a derrière et qui sont, en règle générale, performantes. Je propose qu'on fasse une petite pause dans la chronologie de toute cette histoire du running et qu'on aille chercher un petit trésor là-bas. Trésor running. Running. À différentes histoires. Ah. C'est une Adidas. Ça, c'est super bien joué. Bien sûr. Petit alors, sac. c'est pas sa boîte. Velouté. Ah, c'est pas sa boîte. C'est pas sa boîte. C'est le proto. Ouh, je sais ce que c'est. Est-ce que c'est son sachet? Je le regarde parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Il sait ce que c'est. Ça va me mettre des frissons. ZX. Il sait ce que c'est. Vu la tête qu'il fait. ZX 800, dans le problème AZX d'Adidas de 2008, mettant en lien tout le programme ZX. Et celle-ci, c'est la Foot Patrol. Voilà. Tu l'as? Non, ça c'est trop vieux. Ça. Sorti en 2008, et ça c'est un sample. Alors je crois que c'est le sample de validation. Je l'avais récupéré chez Adidas quand je bossais pour eux directement au siège. Ça traînait dans les bureaux. J'ai dit personne n'en veut. Bon Thomas, ça te ferait plaisir. Oh bah ouais. Et donc voilà. C'est quoi la petite étiquette là? La petite étiquette, c'est qu'en fait chaque ZX, enfin AZX, donc tout l'alphabet, et chaque lettre représentait
une boutique, essentiellement une boutique, je crois, Ouais, ou des marques. ou un interlocuteur Voilà, important c'est ça. de l'écosystème de la sneaker, quoi. Donc ça pouvait être Airac, Colette, Foot Patrol, Clot était déjà dans le Clot aussi. Ouais. Bah, plein, hein, parce que AZF, ça en fait quand même un paquet. Donc voilà, belle collaboration. Foot Patrol avait rendu hommage à la ZX 8000. Donc il est en train, Foot Patrol joue sur les ADN de running, va chercher sur la 800 le traitement de la 8000 qui est quand même particulièrement joli, qui lui-même faisait référence plus ou moins au milieu moto, Ténéré, donc vraiment des codes couleurs qu'on pouvait retrouver sur des Suzuki ou des Yamaha. Donc c'est vraiment un très très beau code couleur, pardon, excusez-moi. Et quoi dire d'autre bah non, un modèle assez rare qui en plus est en 3M pour l'époque, Ça fait 3M, ouais, ouais, qui était un peu techno. C'est-à-dire que le bleu ciel que vous voyez là, il suffit de le flasher et il devient tout blanc. Donc ce qui était un peu, il y avait une deuxième lecture pour l'époque. C'était un peu novateur. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées dans ce domaine-là. Mais pour l'époque, ça, c'était un peu novateur d'avoir le côté 3M bleu teinté et pas seulement gris. Voilà. Donc petit personnage Foot Patrol dedans avec le masque. Enfin voilà, très belle paire Ouais. que j'ai du mal à porter parce que je la trouve tellement charmée, pour être franc avec vous. Et non, elle n'a jamais été portée. Si, elle a dû faire un ou deux shootings quand même. elle a dû faire un shooting. En intérieur, ça jaunit en dessous. Ouais, non, ça devait. Oui, elle a fait un shooting. Aussi, si elle a été portée en shooting. Mais en studio seulement. Bon, un trésor qui n'a pas de valeur. Hein. Non. Non. Non, c'est un sample. Bah ouais, 400, 500 € apparemment, la ZX sur la ZX Foot Patrol actuellement. Ok. Voilà. Est-ce qu'elle aurait plus de valeur parce que c'est un sample? Ouais, forcément. Pour un mec qui est vraiment fan d'Adidas, de ZX et tout, oui. Ou de Foot Patrol. Oui, et de Foot Patrol. Je connais quelqu'un qui a travaillé et je pense qu'il aimerait bien. Moi, je connais quelqu'un qui est un fan de Foot Patrol qui m'a parlé de cette paire et de toi. Ah, il l'a vu peut-être sur mes réseaux. Et qui voudrait beaucoup te la racheter, mais je lui dis. Mais ça se trouve, cette personne m'a cherche déjà une envoyé un adresse pour un DM. braquage. Il m'a dit, ouais. Et moi, il m'a dit, tu veux pas m'aider? Je lui ai dit, laisse tomber, il ne fera jamais rien. Non, je crois lui avoir répondu à cette personne en disant pour l'instant, c'est pas le cas, mais je retiens. Si un jour ça se fait, je mettrai une petite bouteille à la mer en disant je m'en sépare. Et voilà. Il faut pas. Non, je la garde. On revient au sujet. On va continuer notre petite chronologie. Il y a un truc marquant, c'est que il y a assez peu de stars du running, comme il peut y en avoir dans le basket, dans le tennis. C'est dû à quoi? La difficulté du sport, je pense. Ouais, et puis Parce que encore une c'est fois, un sport populaire quand même. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que les stars du running sont dans les stades, en fait. Ils ne sont pas dans les longues distances, ces choses-là. À part aujourd'hui, quelques marathoniens dont on va retenir un ou deux noms parce qu'ils ont pété des records, mais globalement, ce n'est pas là que sont les stars. En revanche, le running est le sport, de maintien en forme universel par excellence. C'est-à-dire que tu as besoin de te tenir en forme, tu as besoin de te remettre en forme ou juste de te maintenir. La première chose que tu vas faire, c'est courir. Ouais, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est le sport le plus populaire, C'est ça. parce que tout le monde le pratique, mais c'est pas le sport qui a le plus de popularité, parce qu'en vrai... Ce qui fait pas rêver, Non. Ouais, le sport. ouais. Enfin, on retient quoi? Les records du monde, le marathon en dessous de 2 heures, mais personne ne serait capable de citer... Enfin, il y a très peu de gens qui savent qui est Kipchoge, tu vois. Donc il manque ce exemple. côté spectaculaire, peut-être aussi. Pas forcément spectaculaire, mais je pense que juste en termes d'intérêt, Ouais. de la même manière où... Oui, mais justement, tu as un intérêt pour les sports qui sont spectaculaires. Le basket, c'est spectaculaire. Mais c'est surtout, c'est football, événementiel. Le sprint 100 mètres, c'est spectaculaire. Ouais, Donc et ça retient Oui, voilà. l'attention. Mais ça reste événementiel. Mais effectivement, Les Coupes du Monde d'athlètes, c'est les Jeux Olympiques, c'est un peu comme des sports, je dirais, comme, vous voyez, un peu comme l'escrime ou des sports comme ça, qui en fait Ouais. ont une grosse exposition pendant les grandes compétitions. tu te vois vraiment pendant Mais, 2 heures, enfin 2 heures, et encore, ça c'est pour le record, mais pendant 2 heures et demie, regarder des mecs qui courent à la rue dans une forêt. Par contre, Attends. tu vas être devant les Jeux Olympiques, il y a le 100 mètres, là, tu es devant. Ouais, c'est très Ouais. événementiel. Et là, c'est spectaculaire, parce que les mecs, en général, c'est C'est des facile faits à faits. regarder, c'est court. Ouais, c'est cool, et puis c'est spectaculaire. Les mecs en voient tellement que tu te dis, waouh. Et là, tu as l'effet waouh sur le sport. Après, sur le reste, effectivement, c'est un truc de passionné. Il y a des gens qui vont se bondir dans leur canapé en disant, mais attendez, il y a lui qui est connu, il y a lui qui est connu. Ouais, Oui. Mais, putain. mais effectivement, d'un point de vue grand public, c'est difficile d'aller chercher en longue distance, notamment, sur les marathoniens et tout ça. Ouais, c'est moins Et encore, connu. ce marathon, tu vas voir, mais sur des distances intermédiaires, sur des Ouais. On semi-marathons, retient des 100 10K, mètres, Usain des 100 Bolt, mètres, etc. des Justin Gatling, mais c'est sur des très courtes distances. Et bah,
typiquement, exemple, un mec comme Usain Bolt, en plus, pour le coup, qui a un vrai lien avec la marque Nike, Non. Puma, pardon, et Puma qui a un vrai lien avec la Jamaïque aussi dans son historique, ils ont essayé de faire des choses, mais... Il y a une ça époque, marche ça a quand beaucoup même. marché. Ouais, mais ça marche. Il y a une ça- grosse ça- époque tu avec vois, les... mais ça a très peu il avait imprimé. il avait un je dirais, dans move et l'esprit tout, des- il Il y avait gimmick, la ouais. pub avec Elephant Man, etc. Il y a eu un truc autour de ce Mais ça a style-là, très qui peu était très imprimé, barefoot d'ailleurs à l'époque. Ça a Grave. très peu imprimé dans l'esprit des gens. Mais et pareil, c'est Il y très avait lié, pas les comme réseaux d'habitude, sociaux, avec mais oui, la... effectivement, C'est c'était très quand lié même, aussi à la personnalité. Bah, Et, Carl et Lewis t'en as personnel, peu, Ben Johnson pareil, c'est que des sportifs qui ont déjà fait des records du monde et en plus de ça qui avaient des personnalités au-delà du stade. Voilà, c'est Tu ça. vois, Et t'en ça entendais reste parler, très- ils avaient des choses à délivrer. Tu vois. Et le problème, c'est que ces paires-là qui sont utilisées pour cette performance dans un stade, sur une piste, ne sont pas sortables dans la rue. À aucun moment. Il y a eu des essais. Début 2000, il y a eu Ouais, des gens il y qui a ont eu des essayé trucs. de Ouais, sortir des pointes un peu dans la rue, J'avoue. etc. C'était une tendance vrai. assez particulière. Mm. Mais leurs paires sont tellement orientées performance que tu peux pas les mettre dans la rue. Alors que les paires que tu mets pour courir le dimanche, tu peux. Après, Ok. tu vois, tu as des modèles comme les Airstrike, par exemple, qui étaient pour le coup très running, même dans la forme, j'entends. Même ceux-là ont fait des fours. Ils ont même essayé de les ressortir. Les Et Strike aujourd'hui, Vapor, ouais. Ouais. Mais après, il y a des... c'est C'est ça une qui est bonne intéressant. paire en de boîtes revanche. de nuit quand même. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai, en hein. Strike Vapor et tout sur Paris, c'était des bonnes paires pour aller au bain-douche et sortir. Et c'est ça qui est intéressant dans les... je dirais, dans- Comme les Fury. Pareil. C'est ça qui est intéressant dans les innovations, c'est que, par exemple, une innovation comme la Flyknit, ça a commencé dans le running, parce qu'on voulait alléger les paires, on parlait d'allègement. Donc on est en 2010, 2012. 12. Et ça arrive ensuite dans le lifestyle. Donc, même si on n'est pas... Ils l'ont fait en simultané. Hein. Ouais, C'était même d'avoir si une on techno n'est pour les pas JO. sur c'était du Londres. running pur, ça a commencé par une innovation running et ça a infusé après. Donc parfois, ça marche aussi dans ce sens-là, quoi. En vrai, je pense que c'est la Comme pour première la- fois que Nike arrivait à infuser une techno performante en même temps dans la perf et dans le lifestyle. Et c'était vraiment leur objectif. Ils ont profité des JO de Londres pour se dire « Ok, là, on va taper un grand coup ». Et ils ont tapé un grand coup parce que justement, les athlètes arrivaient à la présentation avec la paire au pied et pendant les compètes avaient aussi la paire au pied. Ouais. Et c'est la première fois que ça se faisait. Et, Qui Adidas, s'est envoyé sévère, en plus. avec le boost, du coup, mais plutôt plus sur la techno, qui a réussi aussi à faire la même chose en perf et aussi dans le lifestyle. Mais ça, c'était subi. Ouais. Parce qu'à la base, le boost était vraiment fait pour être de la performance. Et ça a été récupéré. Et un beau jour, Kanye est a été venu. vu avec une paire d'Ultra Boost au pied. Et hop. C'est vrai. Et c'était parti. D'autres modèles iconiques dont on n'a pas encore parlé et qui ont vraiment marqué. On peut faire toute la gamme Air Max déjà. Enfin, on Ouais. va pas plus parler Toute de la ça. Air Mais Max, Ouais, t'as on en a des parlé top, rapidement d'Air Max, hein, vraiment. Bah, Air Max 1 déjà, après t'as la... toutes. En fait, toutes, parce que toute la technologie Air, elle est créée à la base pour le running. Donc on va dire que, bah, même, enfin moi aujourd'hui, en vrai, mais c'était prévu pour ça, quoi. Après, t'as tout le système torsion aussi, donc t'as le ZX qu'on peut mettre dedans, t'avais ça. Bon, Boost, bah, c'est tous les modèles... Boost, c'est plus tard, mais oui. Boosté plus tard. Donc, et c'est ça, je dirais, qu'il y a d'intéressant dans le running. C'est que comme ils sont très portés sur l'innovation, en réalité, tous les modèles, entre guillemets... Après, t'as eu d'autres trucs. T'as eu la G-Lite 390, t'as eu... la Onitsuka Tiger, T'as eu la Fury, même si est-ce que la Fury était vraiment en modèle running à un moment genre... la Laserdisc de Début, si. Reebok aussi. La il me semble. Road et la Fury Road et la Fury OG, enfin celle qu'on appelle OG, étaient vraiment dédiées à la course et étaient reconnues. Et il faut reconnaître que la fabrication des premières Fury n'a rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant en réédition. Plaques de carbone, Exalite et tout, c'était quand même un petit bijou de performance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est encore sur la Fury. Et quand on évoque Reebok, il n'y a pas non plus grand-chose, mais la Fury reste quand même un de leurs piédestals et surtout une paire au design fou, quoi. Enfin, Et t'as des intemporel. acteurs aussi qu'on n'a pas cités, genre Mizuno, tu vois, Ouais, Mizuno, bien sûr. qui font des trucs de ouf. Et t'as des vraies Brooks, références. Dynamics, enfin Brooks. Brooks, c'était une vraie c'était référence. la C'est l'un des référence. pionniers Ouais. du footer, notamment avec Nike à l'époque. Et dans là, les c'est la 70. C'est la Chariot, Ouais, la qui Chariot. était la toute première qui a été hyper technique. C'est vrai que c'est des trucs qui sont
c'est de la niche, c'est de la niche performance. Aujourd'hui, en France, tu trouveras de bourse que dans les shops performance running quasiment. Enfin, tu verras pas de produits lifestyle à ce niveau-là, quoi. Il y a toute la gamme Kayano aussi. Hein. Là, aujourd'hui, on a la 24, donc ça veut dire qu'il y a une grosse série. Une grosse legacy. Je pense qu'il y a Pegasus, qui est quand même aussi une franchise. On en reparlera beaucoup cette année, d'ailleurs. Qui est une franchise qui a marqué l'histoire du running chez Nike aussi, avec des évolutions stylistiques hyper intéressantes aussi. Best-seller, hein, la Pegasus. Hein. Pendant Clairement. très très longtemps. Devant beaucoup de paires, la Pegasus a toujours été, même celle qu'on trouvait dans les années 80, c'est celle qu'ils ont le plus vendue et c'est celle qui a certainement sauvé Nike à un moment donné. Un peu tapis dans l'ombre, la Pegasus, mais c'est celle qui les a sauvés. Au moment où ils sont un peu dans la tourmente, après justement l'ère encapsulée, l'arrivée de Jordan n'est pas encore totalement vraiment bankable et tout ça, bah, les Pegasus font leur beurre. Donc il y a pas mal de modes. Et puis les derniers arrivés, donc Oka, Bondi, Mafat. On aussi, ouais. Et justement, on peut parler un petit peu des modèles qu'on a autour de la table, de ce qui se fait aujourd'hui. On a parlé de Saucony rapidement tout à l'heure. Mizuno, il y en a un petit peu derrière. On a ces trucs-là. Tiens, ça c'est pour toi, mon petit pote. Tiens, toi, t'avais envie de parler perf. Le performeur, comme on l'appelle chez nous. Ouais, ça c'est avant tout, c'est joli, c'est une belle pièce design, mais tu cours pas avec. Hein. Je sais pas, ce que tu veux. Contraint et forcé, avec quelques contraintes derrière toi, oui, tu y vas. Mais là, c'est avant tout un style, du design. On surfe sur l'ADN de Mizuno et on est sur on rebondit sur le côté performance de la marque. Mais c'est vrai que c'est quand même du lifestyle à part entière. Mizuno, pour les gens, ne vous faites pas l'idée que ça, c'est une paire de running de chez Mizuno par excellence. Ils ont d'autres modèles qui sont beaucoup plus celui-ci. Ouais, bah ça se voit, hein. Juste au niveau de la forme, de la semelle, au niveau de l'amorti. Là, on parlait de légèreté. Le lifestyle est là, la perf est là. Exactement. C'est pour ça que je les ai sortis en même temps. Et la perf aujourd'hui, c'est souvent là la légèreté, donc c'est du knit au-dessus ou des matériaux très légers. C'est du foam au niveau de la semelle pour gagner encore plus en légèreté par rapport à l'EVA et encore plus de rebondis et d'amortis. Il y a un gros travail sur les coutures aussi, à l'intérieur plutôt, pour éviter les frottements avec le. C'est souvent des plaques carbone en dessous quand on est sur le très haut de gamme en termes de performance ou en longueur. Ouais. Aujourd'hui, les leaders, c'est qui là là, en 2024. Quand tu cours, hein, je parle vraiment, là, on va parler de perf. Là, tu cours. Aujourd'hui, les coureurs vont chez qui? Les coureurs vont chez les spécialistes, donc ça va être du ASICS, ça va être du Mizuno. Je pense que Saucony commence à se payer une bonne Oka, pas du tout. Ils l'ont toujours. Oka, bien sûr. Oka beaucoup. Oka, on en voit partout. Mais parce que c'est des marques récentes. Mais c'est des marques encore assez récentes, puis qui gagnent une part de marché, et surtout qui ont réussi à vraiment gagner ce marché par rapport à un côté beaucoup plus trail, et même voire ultra trail pour les deux marques, parce que c'est des marques qui viennent de la montagne. Mais oui, clairement, les gens vont là-dessus. Et pour le coup, c'est celles qui font limite le meilleur passage en lifestyle aussi aujourd'hui. Parce qu'on est aussi quand même beaucoup là pour parler lifestyle finalement et de cette transition. Aujourd'hui, les marques qui font le mieux la passation le double jeu entre la perf et le lifestyle, c'est clairement On aujourd'hui et Oka. Et t'avais Salomon. Où il y aura des choses qui seront équivalentes. Ouais, mais Salomon, ce qu'on va avoir qui va être dans la rue, c'est pas forcément la paire à la pointe de la performance du moment. Non, ça va être de l'XT4, XT6 qui sont entre guillemets des rétros. Et ils ont mieux travaillé aussi leur segment lifestyle, quoi. Kayano 14, j'en parlais dans l'émission précédente comme étant pour moi la GR de l'année. C'est une excellente paire de running d'il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, si tu veux courir, tu peux tout courir avec, mais tu auras mieux que ça. Par contre, pour tous les jours, c'est un carton parce que c'est ultra confortable et c'est hyper bien. Tiens, et d'ailleurs, je vais te solliciter ce gars pour aller. Je t'ai appelé ce gars, hein, si ça ne te gêne pas. Pour aller chercher cette petite chaussure totalement fluo. Oh, tu peux même prendre les deux, comme ça on fait tourner aux camarades. Voilà, qu'on aille un peu chez ASICS aussi, voir ce qui se passe. C'est intéressant. Elle est hyper légère. Ouais. Ce que je disais. Regarde. Ah ouais, c'est abusé. C'est typiquement les. Ouais, mais celle-là, typiquement, elle est prévue pour la route. Ouais. Tu vois, elle est un peu plus. Ça, c'est FF Turbo Plus, hein, c'est écrit dessus. Donc, c'est pour si t'es conscient pour démarrer. Ça, là, c'est un moment. C'est pas dans le démarrage, justement, le turbo. C'est vraiment, il y a un moment où. Tu vois. Mais tu vois, l'amorti est prévu pour ça. Qu'est-ce que t'en penses?
la semelle est lisse, tu vois, la paire elle est un peu profilée, les coutures à l'intérieur, et pareil, elle est légère, quoi. Ah, sur celle-là, limite même pas pour la route, elle est même venue pour la piste en distance. Presque, Hein. on n'est pas loin, ouais. On est clairement de Tu vois, la piste en on est distance. sur une semelle qui est... Et puis on est déjà sur un truc léger là, tu dis léger. Ouais. Et là, on est bien plus sûr. sur la route déjà, avec ça, avec une vraie semelle plus adaptée. Et on est sur les nouvelles technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire des semelles en foam. Donc c'est pour ça qu'on gagne énormément aussi en légèreté Ouais. et en souplesse. Et puis le dessus le plus léger possible, c'est un type de knit de chez ASICS, quoi. Donc il n'y a pas de couture. C'est ultra léger, ultra respirant. Par contre, on retiendra ça, que ce soit chez NB, chez ASICS. Bon, là, c'est pas tout à fait les mêmes formes, bien évidemment, elles ont pas les mêmes designs de semelles. Mais globalement, c'est cette hauteur, ce côté sabot, le fait d'aller loin derrière le talon. Je pense que ça sera des écritures qu'on va retenir en lifestyle à plus 5, plus 10 ans. Ça, c'est arrivé quand? Quand est-ce qu'on a commencé à voir ça et que tout le monde s'y est un peu mis? 2020 C'est récent. 2000... Oui, c'est Ouais, récent. c'est Ouais, récent. c'est récent. Et là, le boom s'est fait un peu avec les JO quand même. C'est un peu passé inaperçu. Il y a eu pas mal de grands marathons aussi juste avant les JO où les équipementiers ont tous testé, notamment à Rotterdam ou même à Berlin. Je regardais un peu les résultats et c'est vrai que souvent, c'est les ASICS qui sortent les premiers. Nike, on a quelques références. La Fly, comment ça s'appelle? Pas Zoom Fly. Elles sont reconnaissables avec leurs semelles très prononcées et de plus en plus hautes et de plus en plus profondes. Enfin, en tout cas, le démarrage du talon est très très loin derrière, justement pour avoir un très bon amorti. Et avec une grosse bascule vers l'avant aussi. Ouais. Un effet de bascule. Quand on marche avec Propulsé. ça tous les jours, qu'on n'est pas là pourquoi, au début c'est un peu surprenant. On se retrouve un peu genre envoyé vers l'avant dès qu'on marche. Et tu gagnes vraiment, les densités des semelles te font vraiment avoir de la performance dans ta foulée. Ouais, c'est confort, légèreté généralement. Ouais. C'est comme ça qu'elle réfléchit. Et retour d'énergie. Et Confort, rebond. légèreté et retour d'énergie. Ouais, c'est ça retour que je voulais d'énergie. dire. Ouais. Donc forcément, La chose à retenir pour l'avenir, là, ça va être ça. C'est cette semelle. C'est ce design de semelle-là. Retenez bien, c'est Thomas Georgetti. Non, mais Non, mais je vous le dis, moi. Balenciaga le fera Oui, peut-être oui. dans 5-6 ans. Ils feront peut-être Et une ils le font paire, déjà. ils le font déjà, ils en ont déjà comme ça. pas comme ça, Pas mais comme en ça. fait, ils font des paires qui sont genre énormes. C'est des bateaux. Et quand tu observes attentivement la semelle, contrairement aux paires qu'ils avaient fait avant, je pense à la triple S qui était vraiment genre bulky, fat, et ben les semelles sont déjà incurvées. Ok. Et ça, c'est clairement c'est emprunté au running, quoi. Et regardez ce que l'on avait produit avec Decathlon. On est sur des semelles, alors peut-être un peu plus... Ça, c'est l'édition, elle est bonne, ça perd. Elle est bonne, ça paie. On est sur un clin d'œil rétro sur la semelle, mais mine de rien, on a une hauteur de semelle qui commence à être dans la même similitude que la Zix ou la New Balance. Donc on est déjà dans le temps présent. Mais ouais, aujourd'hui, on a des belles paires de chez On et de chez Oka notamment qui sont en train de bien percer. Et d'un point de vue lifestyle purement stylistique, tu prends la marque Nike, comparativement à ASICS, Nike a bien compris qu'ils avaient un retard un peu considérable sur ces périodes-là dans ce type d'écriture de chaussures. Et là, ce qui arrive sur 2025, notamment Prestology, il a sorti pas mal de nouvelles paires qui arrivent avec des nouvelles silhouettes. On est quand même sur un rip-off ASICS. Sur ces périodes-là de 2008, 2009, 2010. C'est assez intéressant de voir que même Nike maintenant, eux qui étaient un peu en avance et qui ont ouvert les portes sur pas mal de voies de design ou de traitement de matière, se rendent compte que leurs concurrents qui ne regardaient même pas, ils ne devaient même pas les calculs à l'époque, se disent « Ah, en fait, c'est ça les pépites ». Et donc Nike s'adapte. Parce que clairement, la tendance en ce moment, c'est ce qu'on appelle le vintage Y2K. tech run. Ouais. Donc c'est ça, 2000-2010. Et c'est les leaders, c'est ASICS, Saucony, qui sont vraiment, qui avaient pour le coup une vraie belle collection à ce moment-là, qui arrivent à la ressortir et qui sont totalement au goût du jour. Et qui sont légitimes. Et qui sont totalement légitimes. Et c'est vrai que pour le coup, Nike, dans ces époques-là, avait d'autres types de produits. Ouais. Était peut-être un peu trop en avant, justement, à ce moment-là. C'est quoi les modèles perf là, qu'on retrouve dans la rue là, en ce moment? Les produits perf qu'on retrouve actuellement dans la rue, dans est-ce la qu'il y rue en a? Ouais, il y a... Et lesquels? Il y a On beaucoup qui marche très bien. Il y a un modèle que j'aime vraiment bien, c'est la Cloud Monster 2, qui est très cool pour le coup, qu'on commence à se voir de plus en plus dans la rue. Je pense que c'est potentiellement une silhouette qui peut tenir dans le temps, justement, devenir vraiment totalement lifestyle. Après, on en voit beaucoup dans la rue, mais c'est La juste... Bondi 8, on la voit pas mal. La Bondi 8, exactement. On voit pas mal dans la rue, mais c'est le paradoxe, mais il y a parfois des... Tu vois, les gens vont aller typiquement sur la Bondi, alors qu'à l'origine,
c'est peut-être pas la meilleure paire pour courir, quoi. Non, c'est l'entrée de gamme de chez Oka. Mais ça marche, en tout cas en zone urbaine, on va dire ça comme ça, parce que ça fait le taf pour faire son petit run de son petit 5 km, quoi. Et ça fait le taf. C'est beaucoup de paires qu'on voit comme ça. Bah, t'as la New Balance, la Fuel où on court pas mal avec, et il la pousse pas mal aussi, parce que ça n'aura échappé à personne que la Paris court en ce moment. Et voilà, après, chez New Balance, moi je sais que je cours pas mal avec la Hierro, qui est pas mal. Je dis que pour moi, elle est tout terrain, c'est-à-dire que je peux à la fois courir sur de la terre et à la fois sur du bitume. Donc, tu as des modèles un peu hybrides comme ça, quoi. Donc, que vous dire d'autre que ça, quoi. C'est quoi la différence entre une paire pour courir sur le bitume et une paire pour courir C'est pas le même amorti. C'est important. C'est pas le même amorti. C'est pas le même amorti. Parce que tu cours pas. Non, je rigole, je cours. C'est pas le même amorti, donc le bitume est beaucoup plus dur, donc à l'attaque, il faut rebondir un peu plus. Donc faut t'imaginer que quand tu cours, normalement, on attaque souvent avec le talon, mais faut comme si tu grattais le sol. Et donc forcément, donc la semelle, comme on est sur du bitume, a pas du tout la même adhérence, ouais. Donc et sur la terre, donc tu as un peu plus d'amorti, puisqu'on c'est une matière, je dis que c'est naturel, c'est un sol qui est naturel, donc l'impact n'est pas le même. Donc il te faut une paire qui a aussi beaucoup plus d'accroche, et il te faut une semelle qui est un peu plus dure aussi, parce que du coup le sol est un peu plus mou, entre guillemets. Donc c'est aussi en ça que quand tu cours vraiment, hein, tu fais un peu plus gaffe à la paire que tu prends. Donc moi je cours un peu, mais je ne suis pas le coureur extrême. Mais du coup, en général, ceux qui courent pas mal ont deux paires. Une paire pour le bitume. Donc moi en plus, grand, j'ai des problèmes aux genoux, comme pas mal de gens qui sont grands et qui ont grandi trop vite. Donc c'est important de choisir une bonne paire pour courir, en fonction en plus de sa foulée, de son attaque, si tu attaques plus avec l'avant, avec l'arrière, etc., quoi. C'était le petit point technique. Important. Par ces gars. Parce qu'il y a les déménagements, mais pas que. Il y a aussi la course. Il court, mais il faut se préparer physiquement au déménagement. Exactement. Exact. Pour vous, c'est quoi là, les modèles qui vont devenir des classiques dans 10 ans, 15 ans? On en reparlera encore. Franchement, la Bondy, moi... Ouais, je sais pas. Franchement, ça fait quand même un petit moment qu'on la voit. Hein. Après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme vrai classique qui est relativement récent, 4-10 ans? Est-ce qu'il y a 10 piges, on aurait parié sur la Vomero, franchement? Vomero 5, franchement. C'est sûr. Bon point. Moi, je pense qu'on n'aurait pas parié. Donc, c'est compliqué de se projeter à 10 ans près. Je dis Cloud Monster 2 de chez On. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que la Bondy, j'insiste. Hein. J'ai peur qu'elle soit trop marquée dans une époque. Moi, je dis un revival Flyknit Racer et La Trainer. Flyknit Racer, c'était incroyable. Ça, là, ce serait maintenant que ce serait le classique d'il y a 10 ans. Ouais, je pense que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça peut revenir. C'était... Ok. Bon, c'était très intéressant. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que c'est réciproque. N'est-ce pas? On va rappeler l'actualité de chacun quand même. On le faisait pendant les lives. C'est important de dire que Thomas Georgetti est toujours situé au 68 rue de Saint-Honoré. Ouais. La boutique bleue de Paname. Tout à fait. Voilà. Et le site internet. Et le site internet. On démarre 2025 en beauté. Allez faire un petit tour là-bas. Et puis c'est toujours un plaisir de croiser Thomas Georgetti, de taper la discute avec lui. Exactement. Ces gars, c'est quoi l'actu en ce moment? Tu connais. Hein, l'influence, toujours là. Oh là là. Non, toujours la vadrouille, toujours les déménagements et les projets à gauche à droite quand ils se proposent et quand ils s'invitent, avec plaisir. Bon, c'est déjà pas mal. La vie d'indépendant. Évidemment. Ouvert à toutes les opportunités, comme on dit sur LinkedIn. Vous le contactez directement sur son Instagram, celui qui s'affiche en bas de l'écran. Et sur lequel il n'y a pas mon mail. Courage à vous. Pourquoi il n'y a pas de mail? Parce que ça me saoule qu'on me contacte pour des conneries, c'est tout. Ça, la dictature. Tu crois que tu as un mail de... Mais comment on fait pour te contacter du coup? Ils ont qu'à... Si tu l'as pas, tu l'as pas. Un DM, c'est mieux qu'un email? Non, tu dois connaître quelqu'un qui me connaît. Voilà. Ouais, monsieur. Fou, lui. Pour qui il se prend, Madonna, là? Malade, celui-là. C'est comme ça qu'on se rend exceptionnel. Ouais, super. Remets tes lunettes. Clem, c'est évidemment Kiss. C'est pareil, je sais qu'il y a plein de gens qui viennent te voir. N'oubliez pas qu'ils travaillent quand même aussi. Mais voilà, allez faire un petit tour, voir tous ces gens. Vous pouvez les croiser régulièrement. Moi, je suis à la radio tous les jours, 16h, 18h45, bang, bang. Bang, bang. Voilà. On va se retrouver très prochainement. Attention, je vais faire un test de réflexe Hector. Ah, vous êtes nuls! Donc elle est lancée la chose. Non, vous êtes nuls! Merci à Hector de nous accueillir ici dans ce décor magnifique. Merci Hector. On le répétera à chaque fois
que ce sera nécessaire, c'est-à-dire à chaque émission, on va se retrouver très prochainement, ce sera certainement aux alentours de dans 15 jours, nouveau tournage avec peut-être des invités, peut-être pas, peut-être le retour de Camille d'ailleurs, qui sera certainement... Je n'en peux plus. Allez, là c'est la dernière. Peut-être le retour de Camille d'ailleurs, qu'on salue. Bien bas, j'espère qu'elle regarde cette émission quand même. On a intérêt, ouais, l'intérêt. Ce sera la moindre des choses, mais au moins. Mettre un like, un vu. Un like, une vue, un petit commentaire, évidemment. Bref, nous on va se retrouver très prochainement. D'ici là, les réseaux sociaux, les bonnes sapeurs un petit peu partout. Ça s'affiche en bas, ici. Ça s'affiche où, Thomas? C'est toi qui dis. Ici. Voilà. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Au revoir.